Mhm. Ah, j'ai pas accès, j'ai pas accès pour mettre ma caméra visible. Eh ben, je suis désolé. Bonjour, sérieux. Bonjour, Sagittarius. Bon, bah, attends. Alors, je vais voir si j'avais fait une demande je t'avais dit une jeune abonnée qui voulait me Oui. connaître. Je vais voir si elle est là dans le chat, si elle a suivi les stories que j'ai mis comme comment basculer sur ton compte. Mhm. Astro Amandine, es-tu là dans le chat? Si tu es là, tape 3 fois. Bonjour, Catherine. Alors, je répète hein, pour les gens qui débarquent, aujourd'hui c'est la FAQ du Cosmos. Vous me posez n'importe quelle question sur le Cosmos et j'y réponds ou pas selon mes compétences. Et voilà. Merci, Jeannot, d'avoir participé à ce début de live. Bon appétit à toi. Bon, alors sinon, si on peut partir sur la première question que j'avais conçue, c'est sur le fond diffus cosmologique. Yes. Euh, En tant que moi, bon, je suis qu'un amateur comme plein d'autres, mais qui aime. Alors oui, déjà, est-ce que tu peux te présenter comme ça pour les gens qui ne te connaissent pas? Donc ça va faire bientôt 1 an et demi que j'ai une chaîne YouTube en tant que, on va dire, vidéaste amateur et astronome amateur. Mhm, Je prends quelques sujets sur lesquels, bah, on va dire, grâce déjà à String Theory dont tu fais quelques vidéos, tout à fait. et il y a aussi Florence Pourcel et d'autres. Et du coup, bah, ça m'a intrigué et j'ai fait quelques recherches et on va dire la manière dont moi j'arrive à percevoir ce que vous nous donnez, parce que tout le monde n'a pas forcément on va dire, à capter ou à comprendre, on va dire, conformément au domaine scientifique, quoi. Mhm, mhm. Donc, comme on dit, nous sommes les gens de toute horizon. Oui, mais c'est très très bien de s'intéresser à des sujets aussi intrigants et complexes. Ça t'honore. Et du Ça coup, vous honore, les astronomes amateurs. je me suis dit, bah, si j'arrive à comprendre avec mes mots, on va dire en reprenant de A à Z quand je regarde vos vidéos, je dis bah je vais faire la même pour les autres qui vont comprendre de la même manière que moi. Donc je vais en gros, Bien. je vais faire les vidéos comme moi j'ai compris vos vidéos en final. Eh ben, fantastique. Je te souhaite beaucoup de succès et bravo pour ta passion. Et bon, j'hésite pas aussi à aller voir sa chaîne YouTube aussi, le Sosa Wonder. Merci. Et ils ont un Twitch. Où on a un Twitch, alors sur les qui était pas très très actif parce que je suis pas très Twitch personnellement, mais ouais, on a un Twitch sur lequel on poste de temps en temps des petites discussions autour du jeu vidéo, de la science-fiction et de la science, et on discute dans la bonne humeur et c'est bien avec Étienne, mon comparse de toujours. Ouais, j'ai vu justement, il avait joué à Mars, c'était le jeu Mars Horizon, il me semble. Terraforming Mars, c'est ça. Ah, c'est ça. Qui est un jeu de société où tu dois transformer le climat de Mars en climat habitable. Et donc, ça nous a permis un petit peu de discuter autour voilà, de ce sujet, de comment on change le climat d'une planète, mais pour lui faire arriver à un climat qu'on veut, ce qui est exactement l'inverse de ce qu'on fait nous sur Terre en ce moment. Et donc, pour revenir au fond diffus cosmologique, Oui, dis-moi tout. euh, alors, on va dire en d'autres termes, est-ce une preuve ou une perspective pour d'autres recherches pour la Mhm. théorie du Big Bang? Alors, c'est une preuve dans le sens où donc le fond diffus cosmologique, pour les gens qui connaissent pas déjà, c'est ce qu'on appelle la première lumière de l'univers. C'est la lumière la plus ancienne qu'on est capable de voir avec des télescopes dans l'univers. Donc en pratique, c'est une espèce de rayonnement dans lequel baigne l'intégralité du cosmos. Un rayonnement très très froid, hein, qui est juste 3 degrés au-dessus du zéro absolu. Enfin, la température de l'espace, si vous voulez, elle est à moins 270 degrés Celsius. Et le zéro absolu, c'est moins 273 degrés Celsius. Du coup, on est juste un petit peu au-dessus du zéro absolu, mais c'est pas le zéro absolu. Donc l'espace, il n'est pas complètement froid. Et en fait, ce rayonnement dans lequel on baigne, il est issu, enfin, la manière dont on interprète ce rayonnement qu'on détecte depuis les années 60, et quand on regarde
quand on regarde ce rayonnement, quand on calcule sa température en fonction de la direction autour de nous, eh bien on voit que ce rayonnement, la manière dont on l'interprète, c'est qu'il il provient du Big Bang. Donc le Big Bang, ce serait ce moment dans le passé, il y a 13,8 milliards d'années, où l'intégralité de ce qu'on observe dans le cosmos était comprimé dans une espèce de point extrêmement dense et extrêmement chaud. En pratique, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce que n'importe quel point de l'univers, enfin, le Big Bang a eu lieu dans tous les points de l'univers au même moment, mais toutes les distances étaient comprimées dans un seul point. Et donc tout l'univers s'est mis à s'étendre à partir de ce moment-là. Ce qui s'est passé avant, on n'en sait rien, mais on sait que voilà, il y a eu une espèce d'explosion d'espace-temps à ce moment-là, qui continue aujourd'hui, parce que l'univers est toujours en expansion. Mais la relique de cet univers primordial qui était ultra chaud et ultra dense, eh bien, il a toujours une trace aujourd'hui qu'on peut observer dans le cosmos. Et donc ça, c'est le fond diffus cosmologique. En anglais, on appelle ça le Cosmic Microwave Background, le CMB. Et ce CMB, eh bien, il est observé aujourd'hui dans le domaine des micro-ondes. Voilà, il faut qu'on envoie des espèces de thermomètres de géants dans l'espace pour pouvoir cartographier la température de l'univers dans toutes les directions. Et quand on fait ça, eh ben on arrive à avoir une espèce de cliché de photo de l'univers primordial, de l'univers tel qu'il était il y a environ 380 000 ans après le Big Bang, c'est-à-dire à partir du moment où la plupart des atomes de l'univers ont acquis leurs électrons. Et donc à partir de ce moment-là, l'univers il est devenu transparent et donc il a émis sa première lumière. Avant cette période, pendant les 380 000 premières années de l'histoire de l'univers, l'univers il était opaque, c'est-à-dire que c'était une espèce de brouillard où on ne pouvait pas y voir très très loin, parce qu'à chaque fois que la lumière elle essayait de passer à travers quelque chose, elle rencontrait des électrons un petit peu partout, donc elle rebondissait un petit peu sur tous les électrons. Mais à partir du moment où les électrons l'univers il s'est étendu, il s'est refroidi, et donc on a des atomes qui ont fini par capturer leurs électrons, parce que l'univers était suffisamment froid à partir d'un certain moment pour faire en sorte que des atomes tels qu'on les connaît aujourd'hui, donc les noyaux entourés de leurs électrons, puissent se former. Et donc, à partir de ce moment-là, la lumière, elle a pu passer, faire des longs voyages, des longs trajets, sans buter sur des électrons. Et donc, l'univers, il est devenu soudainement transparent. Donc ça, c'est ce qu'on observe aujourd'hui grâce à ce rayonnement de fond diffus cosmologique. Et c'est la preuve observationnelle la plus complète qu'on a, en tout cas celle qui nous donne le plus d'informations sur l'univers primordial, et c'est l'une des preuves observationnelles du Big Bang. C'est pas la seule, c'est aussi, il y en a deux autres à peu près, enfin, il y en a plus que deux autres, mais il y en a deux autres principales. L'autre preuve observationnelle qui sous-tend le modèle du Big Bang, c'est le rougissement des galaxies. Tu sais, les galaxies, c'est des grands nuages d'étoiles. En fait, la quasi-totalité des galaxies de l'univers s'éloignent les unes des autres au fil du temps. On a observé ça dans les années 20, il y a près d'un siècle à peu près. Et donc, en fait, on remarque ça parce que la lumière des galaxies, elle rougit. Et ça, c'est dû à un effet qu'on appelle l'effet Doppler, qu'on connaît bien sur Terre. Par exemple, si tu vas dans une course de Formule 1 et que tu as une Formule 1 qui te passe devant et qui fait Niaou. Donc, quand la Formule 1 arrive vers toi, le son, il devient plus grave. Et quand elle s'éloigne de toi, le son il devient plus aigu. Non, c'est l'inverse. Quand la Formule 1 s'approche de toi, le son devient plus aigu, et quand il s'éloigne de toi, le son il devient plus grave. Et donc ça fait cette espèce de nian. C'est parce que les ondes sonores sont comprimées par rapport à la vitesse, à la direction, enfin, si le truc s'approche de toi. Et ben pour la lumière, c'est la même chose en fait. Pour la lumière, quand une galaxie s'approche de notre galaxie à nous, la Voie lactée, sa lumière elle va être décalée vers le bleu, et quand une galaxie s'éloigne de nous, sa lumière elle est décalée vers le rouge. Et donc la quasi-totalité des galaxies de l'univers, leur lumière elle est décalée vers le rouge, et elle est décalée d'autant plus vers le rouge qu'elles sont éloignées. Et donc ça c'est l'une des preuves les plus frappantes du Big Bang. C'est comme ça qu'on est arrivé à l'idée de Big Bang.
Et donc ça, c'est une autre preuve observationnelle. Et le dernier pilier sur lequel repose notre modèle de l'univers, donc repose le modèle du Big Bang, c'est ce qu'on appelle l'abondance des éléments chimiques de l'univers. Donc si tu prends la composition chimique de l'univers, tu vas voir que l'univers il est largement dominé dans sa composition chimique par un gaz, d'hélium et d'hydrogène, Oui, chimiquement parlant. Et donc ça, cette abondance des éléments de l'univers, on a à peu près 73% d'hydrogène et 20% d'hélium, quelque chose comme ça. Le reste, c'est tous les éléments les plus lourds, le carbone, l'oxygène, l'uranium, enfin tout ce qui sort des étoiles, en fait, tous les atomes qui sortent des étoiles. Mais le fait que l'univers soit dominé par ces éléments légers, on ne peut l'interpréter que grâce au modèle du Big Bang. Parce que le modèle du Big Bang nous dit que il y a 13,8 milliards d'années, l'univers il était extrêmement dense et extrêmement chaud. Et il était tellement dense et tellement chaud que les premiers atomes ont pu se former, donc l'hydrogène et l'hélium. Et c'est que à partir de ce moment-là que ces atomes ont pu être forgés. Et après, l'univers était trop froid pour former des nouveaux atomes. Donc ça, c'est les trois preuves observationnelles du Big Bang. Parce que ça demandait moins d'énergie pour l'hélium et l'hydrogène. Tout à fait, tout à fait. Et pour le décalage vers le rouge et le bleu, c'est d'où on appelle ça les ondes, comme pour les vagues. Le fait que le décalage vers le rouge et le bleu, il y en a une d'un côté qui s'étend et l'autre qui se rapproche. Exactement, exactement. Une onde, c'est juste une perturbation qui se propage. Hein. Il y en a de plusieurs types. Tu peux avoir des ondes sonores comme le son, par exemple, qui se déplace, qui a besoin d'un milieu pour se déplacer. Donc, quand je parle, là, je fais vibrer des molécules d'air, et cette vibration, elle se propage de proche en proche, et elle s'éloigne de plus en plus de ma bouche, et elle va jusqu'au micro. Et ça, c'est un type d'onde. Mais tu as aussi le type des ondes lumineuses, hein, c'est pour ça qu'on arrive à se voir. Donc, c'est des ondes qu'on appelle électromagnétiques. Et donc, la lumière fait partie des ondes électromagnétiques, mais il y en a d'autres. Hein. Il y a aussi les ondes radio, les ondes ultraviolettes, les infrarouges, les rayons X, les rayons gamma. Et tout ça, c'est des formes de lumière particulières. C'est le même type d'ondes électromagnétiques. C'est juste leur énergie qui va changer, leur longueur d'onde, leur couleur, si tu veux. Et donc ça, c'est un autre type d'onde. Et puis on a un dernier type d'onde, c'est les ondes gravitationnelles, où là, c'est des espèces de vagues dans le tissu même de l'espace-temps. Donc c'est les distances qui vont se comprimer et s'étirer, ces ondes gravitationnelles, on les a en général lors des événements les plus violents de l'univers, comme si tu as deux cadavres d'étoiles qui décident de se collisionner et de former un nouveau cadavre d'étoile. Eh bien, l'événement il va être tellement violent qu'il va faire vibrer l'espace-temps autour de lui. Et ces ondes d'espace-temps vont se propager dans toutes les directions, et elles vont se propager à la vitesse de la lumière. Donc ça, c'est les trois types d'ondes qu'on a dans l'univers. Donc les ondes électromagnétiques, les ondes sonores, enfin qu'on appelle mécaniques, hein, et les ondes gravitationnelles. Ouais, voilà, c'est les ondes gravitationnelles, c'est vrai que depuis qu'ils ont, on va dire, ça a été prouvé grâce à des lasers, il me semble. Absolument. C'est des instruments qu'on appelle des interféromètres, qui sont des espèces d'observatoires un peu particuliers. Il y en a 3 dans le monde. Il y en a 2 qui font partie de la collaboration LIGO, et un autre qui s'appelle Virgo. Donc il y en a 2 aux États-Unis et 1 en Italie, je crois. Et l'idée, c'est d'avoir un espèce de lasers qui partent dans des tunnels extrêmement longs, de plusieurs kilomètres de long, mais qui partent dans des directions perpendiculaires. Oui. Et tu fais faire à ces lasers plusieurs allers-retours. La lumière qui va passer dans ce tunnel va faire plusieurs allers-retours. Et en fait, les 2 rayons de lumière perpendiculaires partent au même moment, mais elles vont pas forcément arriver au même moment à la fin de leur trajet, si elles sont traversées par une onde gravitationnelle qui va étirer et comprimer les distances. Et donc c'est comme ça qu'on détecte les ondes gravitationnelles. Hein. C'est des instruments qui sont ultra précis, qui peuvent détecter des variations de distance de l'ordre d'un millionième de la taille d'un proton. Donc c'est un truc de malade. Mais on arrive à faire ça aujourd'hui, depuis à peu près 2015, depuis la construction depuis la mise en œuvre de LIGO et Virgo.
Et on arrive à détecter les ondes gravitationnelles depuis. Et en général, on arrive à détecter des phénomènes comme des collisions de trous noirs ou des collisions d'étoiles à neutrons, des cadavres d'étoiles. Et en fait, ces cadavres d'étoiles ont collisionné il y a bien longtemps, il y a des milliards d'années, et sont littéralement à l'autre bout de l'univers. Et en fait, ces ondes gravitationnelles se sont déplacées à la vitesse de la lumière, ont voyagé pendant des milliards d'années, sont arrivées dans notre galaxie, ont fini par passer à travers la Terre. Nous, on n'a rien ressenti parce que c'est des variations tellement infimes, Oui. mais on a quand même réussi à les détecter. Et ça, c'est l'un des plus grands moments de l'astronomie moderne. Depuis 2015, on arrive à détecter ce genre de phénomène, et ça révolutionne un petit peu l'astronomie. Ouais, j'avais suivi une vidéo, je sais plus qui, mais j'avais suivi une vidéo là-dessus. Il y avait justement Florence Porcel qu'on avait parlé aussi, dans une vidéo. Ouais. Et justement, par rapport au pulsar, ce que j'essaie d'expliquer aux gens, parce que nous, le son, c'est grâce à la croissance de l'air et de notre atmosphère. Et donc, pour vraiment expliquer quand on parlait de l'électromagnétisme et des ondes de lumière, est-ce que c'est ça qui permet, on va dire, un pulsar qui va envoyer des ondes, donc, si je dis pas de bêtises, à travers ces faisceaux. Si ça arrive au niveau de notre atmosphère, ce sont les ondes électromagnétiques qui vont comprimer, les particules d'air au sein de l'air de. En fait, pas exactement. Il y a un pulsar, tu l'entends pas. Alors déjà, un pulsar, pour les gens qui nous suivent, qu'est-ce que c'est? En fait, quand une étoile très très massive, beaucoup plus massive que le Soleil, termine sa vie d'étoile, elle finit par exploser dans une grosse explosion qu'on appelle une supernova, et qui émet énormément d'énergie, qui est super brillante, qui émet plus d'énergie en une seconde que le Soleil pendant toute sa vie, et qui est plus brillante que l'intégralité des étoiles d'une galaxie pendant un moment. Et une fois qu'elle a explosé, donc elle a éjecté la plupart de ses couches externes, et bien il va rester un tout petit cœur extrêmement dense, qu'on appelle une étoile à neutrons. Alors si l'étoile est pas suffisamment, enfin si l'étoile est encore plus massive, ça va faire des trous noirs, mais si elle est entre je crois, 3 et 8 fois la masse du Soleil, je crois, à vérifier, elle va se transformer en étoile à neutrons. Donc c'est une espèce de grosse boule de neutrons, comme un énorme noyau d'atomes, qui va être d'une vingtaine de kilomètres de diamètre, hein, donc la taille de Paris intramuros. Et cette boule, elle va tourner extrêmement vite. Et autour de cette boule de matière extrêmement dense, tu vas avoir des champs magnétiques qui sont très très intenses, parce que tu as des particules chargées qui vont tourner autour. Et en fait, ces champs magnétiques sont tellement intenses qu'elles vont diriger la matière qu'il y a autour dans des faisceaux. Oui. Et ça va émettre énormément d'énergie et de matière. Et c'est ça qu'on observe en fait. Quand on observe, c'est ça un pulsar. Un pulsar, c'est une étoile à neutrons qui tourne très très vite sur elle-même, qui peut tourner plusieurs milliers de fois par seconde sur elle-même. Ce qui est assez démentiel. Hein. Tu as un objet de 20 km de diamètre qui tourne plusieurs milliers de fois, voire plusieurs centaines à plusieurs milliers de fois sur lui-même par seconde, et donc qui va émettre ces jets de lumière et ces jets de matière. Donc nous, on perçoit essentiellement la lumière. Hein. C'est en général des phénomènes qu'on arrive à voir depuis d'autres galaxies. C'est beaucoup plus rare qu'on arrive à voir ça dans notre galaxie. Mais en fait, comme elle tourne très très vite, le faisceau le faisceau de lumière qui va arriver, il va faire des espèces de pics de lumière très très réguliers. Et tellement réguliers en fait qu'on pensait que c'était des aliens quand on les a détectés dans les années 60 pour la première fois. C'était Jocelyn Bell, qui est une astronome américaine qui avait détecté les premiers pulsars. Et donc elle avait un espèce de gros radiotélescope, une grosse antenne. Elle les a pointés pile dans la bonne direction, et puis elle a observé des pics de lumière qui étaient très réguliers. Et c'était tellement régulier qu'elle pensait que c'était des aliens. Donc elle a nommé le signal qu'elle a détecté LGM1 pour Little Green Men 1. Et Little Green Men, donc en français, ça veut dire petits hommes verts. Donc évidemment, c'est pas des petits hommes verts, c'était un phénomène naturel qui était un pulsar, mais c'est comme ça qu'on a découvert les pulsars. Et donc, comme c'est de la lumière, c'est des ondes électromagnétiques, donc ça ne va pas servir à faire vibrer directement les molécules de l'atmosphère. Mm-hmm. Par contre, ce que tu peux faire
Si tu as envie de jouer avec les données des pulsars, c'est tu prends les pics de lumière très très réguliers et tu essaies et tu utilises un code informatique pour pouvoir convertir les ondes lumineuses, donc les pics de lumière, en son. Et D'accord. ça, c'est un processus qu'on appelle la sonification. Et c'est pour ça que sur YouTube, si tu tapes Pulsar Sound ou musique de Pulsar, tu vas tomber sur des espèces de vidéos avec des espèces de clics très très rapides. Donc il va faire clic, 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 plusieurs centaines de fois par seconde. Et en fait, c'est juste une manière de convertir des données des images Oui. en son. D'accord, ok. Et c'est comme ça qu'on arrive à. Enfin, voilà, c'est moins scientifique qu'artistique en fait. Oui, c'est parce que bah, j'avais mis justement, je pensais que c'était ça, et du coup comme ça je vais pouvoir corriger parce que Mhm. je pensais que c'était justement c'était la conversion due à l'atmosphère que du fait qu'ils pouvaient entendre avec les antennes, avec les antennes. Non, non, non. En fait, quand on dit entendre avec les antennes, c'est un espèce d'abus de langage. On ne devrait pas dire ça. C'est de la lumière. C'est de la lumière qu'on n'arrive pas à voir avec nos Oui, yeux, mais c'est de la lumière qu'on arrive à voir avec ces antennes. Mais on peut convertir ce signal lumineux en son. Mais ça, c'est plutôt voilà, dans un but artistique. et j'avais fait les premières vidéos j'avais parlé de justement de c'était une astronome là, celle qui avait découvert et je crois qu'elle était à l'université enfin, de Cambridge, je crois, Ouais, je crois parce aussi. que Oui, bah, c'est Jocelyn Bell. c'est ça. Et bah justement, bah, ça répond déjà à une des questions, donc je vais pouvoir m'étaler un petit texte là-dessus déjà. Merci. Merveilleux. Bah, avec plaisir. Et est-ce que c'est la même chose pour les FRB du coup? Alors, les FRB, donc c'est les Fast Radio Burst. Donc, les FRB, c'est un truc un peu mystérieux. On a découvert ça dans les années 2000. En français, on appelle ça des sursauts radio rapides. Oui, Et c'est un truc tout nouveau en astronomie. On ne sait pas trop exactement ce que c'est, ce genre de truc. On en a détecté à peu près une centaine, alors 150, 157, quelque chose comme ça. En fait, quand on regarde l'univers dans les ondes radio, de temps en temps, l'antenne, elle est pointée vers un endroit du ciel, et cet endroit du ciel, il va faire un énorme pic d'énergie dans les ondes radio, et il va le faire une seule fois. Et comme il le fait qu'une seule fois, oui, c'était très difficile, jusqu'à très récemment, de savoir à quoi c'était dû. Tu avais ce pic d'énergie, et tu savais pas d'où ça venait. Et donc on a étudié ça pendant à peu près 20 ans. Donc c'est des pics qui sont très très rapides, hein, qui peuvent avoir un millième de seconde maximum. Mais pendant ce millième de seconde, un sursaut radio rapide, il peut émettre autant d'énergie que le soleil pendant quelques années, pendant quelques jours. mmh. Donc c'est-à-dire l'énergie que ça dégage. Bonsoir Julien. Et donc c'est FRB, en 2020, il s'est passé un truc assez particulier. Donc en avril 2020, on a découvert dans notre propre galaxie un sursaut radio rapide qui a été doublé. Donc on l'a regardé deux fois. Oui, Donc il s'est produit deux fois, et comme on avait des antennes qui étaient pointées dans la bonne direction du ciel, on a vu que ce sursaut radio rapide était émis depuis notre propre galaxie, ce qui est assez rare. Et il était d'autant plus rare qu'on savait qu'est-ce qu'il y avait dans cette région du ciel. Dans cette région du ciel, il y avait ce qu'on appelle un magnétar, donc une espèce de... C'est une forme de pulsar en oui, fait, c'est une étoile à neutrons extrêmement magnétique. Et donc, on l'a découvert pile dans la même région du ciel. Et donc, on s'est dit, bon, on ne sait pas exactement ce qui émet ces sursauts radio rapides. Par contre, les magnétars, ils peuvent être une source plausible, quoi. Donc, pour l'instant, c'est là où on en est. On n'en sait pas beaucoup plus, hein. Il y en a, voilà, il y en a 5 qui ont pu être localisés jusqu'à présent, précisément, mais c'est très difficile de les localiser quand ils se produisent qu'une seule fois et quand tu sais pas quand ils arrivent. d'accord. Donc, et voilà, il y en a eu que 2 qui ont été répétés jusqu'à présent. Donc, c'est ce qu'on appelle des sursauts répétés. Et ceux-là, on les connaît mieux et on arrive à les associer avec des magnétars. Mais pour l'instant, on en est là. Bah, c'est déjà pas mal parce que c'est vrai que ça fait un peu comme les signal WoW, sauf qu'il s'est produit vraiment qu'une seule fois. Ouais, c'est ça. Mais là, on en a plus que le signal WOW. Le signal WOW, c'était une seule fois et ensuite, il n'a plus jamais émis.
Là, on en a 157 qui ont été détectés, donc on est sur un phénomène naturel qu'on comprend encore mal, mais qu'on comprend de mieux en mieux au fil du temps. Ouais, c'est vrai, parce qu'il y a les magnétars. Il y a aussi il y a les pulsars millisecondes aussi qui sont encore beaucoup plus rapides. Mhm. Mais ils ont toujours la même, Oui, tout à mais fait. ils ont toujours la même densité. C'est juste leur création fait ils ont une rotation plus élevée. Mais on sait pas C'est ce ça. qui crée leur rotation plus rapide, au final. Enfin, peut-être. Bah, en fait, on sait ce qui crée leur rotation très rapide. En fait, c'est dû à un phénomène physique qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Et en fait, une bonne illustration de ça, c'est quand tu regardes une patineuse artistique, quand elle va étendre les bras et qu'elle va tourner sur elle-même, elle va tourner plus lentement que quand elle ramène les bras sur elle. Et donc, spontanément, elle va tourner plus vite. Ça, c'est un effet physique qu'on appelle la conservation du moment cinétique. Et quand une étoile explose, c'est exactement la même chose qui se passe. C'est-à-dire quand une étoile est super grosse, super étendue, elle va tourner plus lentement sur elle-même. Mhm. Et quand elle va éjecter ses couches de gaz externes, elle va se contracter comme la patineuse artistique quand elle va exploser. Et lorsqu'elle fait ça, elle va tourner spontanément très très vite sur elle-même. Et lorsque l'étoile va exploser, bah, lorsqu'elle va laisser son cœur il va tourner très très vite. Et il va tourner d'autant plus vite que l'étoile était massive. Enfin voilà, il y a plein d'effets qui sont très très compliqués Ouais, à modéliser et à comprendre. Mais certaines de ces étoiles à neutrons, coucou le point Génius, certaines de ces étoiles à neutrons sont très très magnétisées et donc possèdent des champs magnétiques qui sont assez démentiels, hein, qui peuvent atteindre plusieurs milliards de fois le champ magnétique terrestre ou plusieurs centaines de milliards de fois le champ magnétique terrestre. Et voilà, donc ça c'est le genre de truc qu'on commence à comprendre aujourd'hui. Et maintenant, on pense que certaines de ces étoiles à neutrons, certaines de ces magnétars peuvent créer des sursauts radio rapides. ouais, c'est des objets assez troublants et curieux. Oui, c'est très curieux. Mais l'univers n'a pas fini de nous étonner. Ah non, c'est sûr. Et c'est quoi? Ça fait un petit moment que j'ai plus entendu parler de neutrinos. Est-ce qu'on peut expliquer aux personnes qui sont là la différence entre les neutrinos et les photons? Alors oui, donc les neutrinos, c'est une particule élémentaire, donc ça fait partie d'une espèce de zoo de particules élémentaires qu'on connaît aujourd'hui. Euh, on les a découverts, en fait, on les a théorisés dans les années 30, je crois. Je vérifie mes petites notes. Oui, c'est ça. Donc c'est monsieur Wolfgang Pauli qui les a théorisés pour la première fois dans ses équations. On a eu la confirmation expérimentale de l'existence des neutrinos dans les années 50. Mhm. Et en fait, il y en a de trois types. C'est une petite particule, un peu comme l'électron ou les quarks. Voilà, c'est des particules élémentaires, on ne peut pas les couper en plus petites particules. Et c'est des particules assez mystérieuses. Ça fait partie des particules les plus abondantes de l'univers. Il y en a même plus que des photons, donc plus que des particules de lumière. Et en fait, c'est des particules un peu fantômes. Elles interagissent très très peu avec la matière. Ouais. Et en fait, on a du mal à comprendre les propriétés de ces particules, essentiellement parce qu'elles n'interagissent pas avec la matière. Donc, construire un détecteur qui détecte les neutrinos, c'est très très difficile. Il y a plusieurs centaines de milliards de neutrinos qui traversent votre corps là chaque seconde. Mais évidemment, vous ne les sentez pas parce qu'ils n'interagissent pas du tout avec vos atomes. Parce qu'ils sont beaucoup trop petits, en fait. Pour les neutrinos, les atomes, c'est essentiellement du vide. Et donc, elles vont traverser votre corps sans même interagir avec quoi que ce soit. Il me semble que Et c'est pas la Chine qui a essayé enfin, qui a construit comment ils appellent ça? Pas un radar, mais des super. ça pour détecter les neutrinos. Quand un neutrino doit Ouais, passer, ils doivent c'est le écouter de Japon. la lumière, je crois. Oui, c'est le Japon qui fait Ah, ça, avec un instrument assez incroyable qui s'appelle le Super Kamiokande, qui est une espèce de grosse cuve de plusieurs centaines de mètres de diamètre, dans lequel on remplit cette cuve d'eau, et tout autour de cette cuve, il y a des détecteurs de neutrinos. Et en fait, c'est assez fou comme expérience, parce que pour qu'un neutrino soit détecté grâce au Super Kamiokande, il faut qu'il traverse l'intégralité de la matière de la Terre, mhm. donc il faut qu'il passe de l'autre côté de la Terre, et qu'il arrive dans la cuve où il y a de l'eau, donc il y a beaucoup d'atomes dans cette cuve. Et si on a un peu de chance, on va finir par détecter des neutrinos
qui vont finir par interagir avec un atome parce qu'il y a eu beaucoup d'atomes qui ont été traversés entre-temps. Mais il faut vraiment ça pour qu'on puisse détecter des neutrinos. Sinon ce serait super difficile. Et le truc avec ces neutrinos, c'est qu'on ne connaît pas leur masse. Pendant très longtemps, on a cru qu'ils n'avaient pas de masse du tout. Et qu'ils étaient un petit peu comme des photons. Hein. Les photons, les particules de lumière, elles peuvent aller à la vitesse de la lumière parce qu'elles n'ont pas de masse. Oui. Et bien les neutrinos, elles vont à des vitesses très très proches de celles de la lumière, mais on ne sait pas si elles ont une masse encore. On sait que si elles... Alors, en fait, c'est très difficile de contraindre la masse des neutrinos parce qu'elles interagissent très peu avec la matière. Par contre, on a des manières indirectes de montrer qu'elles ont effectivement une masse. Et c'est dû au fait qu'elles ont un comportement assez étrange. C'est que, en fait, il y a 3 types de neutrinos. Il y a les neutrinos qu'on appelle électroniques, muoniques et tauiques. C'est une espèce de trois familles de neutrinos qu'on appelle 3 saveurs de neutrinos. C'est pas parce qu'ils ont un goût différent, hein, c'est juste comme ça qu'on les appelle. Je savais pas. Mais il y en a de 3 types. Et la particularité des neutrinos, c'est que quand un neutrino part dans un état particulier, donc dans un type particulier, par exemple, tu as un neutrino électronique, et bien sur son parcours, elle va pouvoir changer d'identité et passer de l'autre type, d'un autre. Par contre, ça ne nous dit pas quelle masse ont les neutrinos. Donc ça reste un gros mystère aujourd'hui. Et je pense que le jour où on aura une expérience suffisamment sensible pour détecter la masse des neutrinos, on aura peut-être un petit prix Nobel à la clé. Et surtout, ça, c'est des questions toujours qu'on a du mal à répondre, c'est que les gens, des fois, ils confondent la masse et le poids. Alors, la masse, la masse, quel que soit de quel type de corps, ne bouge pas. Là-dessus, on est d'accord. La masse. Tout à fait. Et c'est le poids, donc ça va être soit l'accélération ou la gravité qui va avoir un ascendant dessus qui va. Exactement. Et parce que les gens, ils ont du mal à comprendre, comme pour les photons, ils n'ont pas besoin d'avoir une énergie, on va dire, ils n'ont pas besoin d'avoir un sursaut d'énergie pour atteindre la vitesse de la lumière. Alors que nous, on aura besoin de créer ou d'utiliser une énergie considérable. Parce qu'on aura une. Mais nous, en fait, on ne peut pas atteindre la vitesse de la lumière. Ça, c'est un truc que Monsieur Einstein il a montré il y a un siècle. Voilà. C'est que il a montré que pour atteindre la vitesse de la lumière, si tu as la mauvaise idée d'avoir une masse, il te faut avoir une énergie infinie pour atteindre la vitesse de la lumière. Et ça, c'est juste impossible. Donc soit tu te débarrasses de toute ta masse, ouais. Et c'est pour ça bonne chance, c'est pas possible. Soit tu as une masse et tu peux atteindre 99,99% de la vitesse de la lumière sans problème, il n'y a pas de souci. Il y a des manières de faire ça théoriquement. En pratique, c'est un petit peu plus difficile. Mais il n'y a rien qui t'en empêche dans les lois de la physique. Par contre, tu ne pourras jamais atteindre 100% de la vitesse de la lumière. Ça, c'est un privilège de la lumière. Il n'y a que elle qui peut faire ça. Ah oui, t'as fait le voyage sur Proxima du Centaure, donc tu sais de quoi tu parles. Exactement, mais ça m'a mis 150 ans quand même pour y aller. Ouais, j'avais bien suivi ces petits épisodes-là. C'est comme ça que j'ai découvert la chaîne et non, c'est pas mal. Eh ben merci. En même temps, comme ça, on peut comprendre les gens. Bah oui, mais la distance, on part, le temps passe sur la Terre, on revient, mais il y a encore du temps qui est passé. Nous, le temps passe, on va dire de manière lambda, mais l'aller-retour, c'est pas comme un aller-retour Paris-Toulouse, quoi. Exactement. Donc, ouais. C'est l'aller-retour Paris-Toulouse, mais c'est quand tu arrives à Toulouse, Toulouse a vieilli de quelques siècles. Ouais, voilà. Et il y avait Florence Porcel qui avait fait une vidéo sur sa chaîne La Galaxie de Florence Porcel pour parler de la masse et du poids.
Et je pense que Ah, il y en cool. a beaucoup d'autres qui aussi qui font la référence avec l'expérience Ouais. sur avec Apollo. Je me rappelle plus combien. Il me semble que c'était un Je marteau et la plume. crois que c'est. Oui, je crois que c'est l'Apollo 17, je crois. C'est monsieur Harrison Schmitt, si je ne me trompe pas, qui est le seul scientifique qui a été envoyé sur la Lune, le seul géologue. Et, euh, et en fait, il a essayé de faire une expérience qui a été imaginée par Galilée il y a 4 siècles. Et donc Galilée, tu sais, il y a cette fameuse expérience, enfin cette légende qui dit que Galilée aurait, depuis le sommet de la tour de Pise, lancé deux objets de masses différentes, donc Oui. une masse et puis une plume, et il a vu que voilà qu'elles arrivaient au même moment. En pratique, cette légende, elle est largement fausse et elle a probablement été écrite par un fanboy de Galilée qui était l'un de ses élèves. Euh, mais en fait, cette expérience, elle peut se faire vraiment que dans le vide. Parce que si tu prends une plume et si tu prends une boule de bowling, elles vont pas arriver en même temps. Et parce qu'il y a les frottements de l'air qui vont ralentir la plume beaucoup plus que la boule de bowling. Et ça, du coup, tu peux montrer que la vitesse, enfin, l'accélération d'un corps dans un champ gravitationnel donné ne dépend pas de la masse du corps, donc que ce soit une plume ou que ce soit une balle de bowling. Mais ça, tu peux le faire que dans le vide. Ça a été effectivement fait pour la première fois dans l'espace, sur la Lune, par un astronaute qui est venu avec son marteau et sa plume et qui s'est filmé en train de laisser tomber les deux en même temps. Et effectivement, la plume et le marteau tombent exactement au même moment. Donc c'est rassurant pour les lois de la physique. Ouais. Ça veut dire qu'on comprend, on comprend bien la gravité plutôt. Mais je pense que ça, ça doit être répété, 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 parce que ça pose encore souvent un problème, encore pour certaines Ah oui, personnes. Mal- mais je suis bien d'accord. Merci Catherine de nous avoir suivis. C'est comme quand on explique, bon, pour nous, notre corps humain, on a un poids, oui, mais le poids ne peut ne pas bouger, notre masse ne va pas bouger. Le poids, ça va Ouais. soit se transformer avec la graisse ou les muscles. Donc, on peut, Alors, en fait, si tu peux transformer ta masse. Ta masse, elle change si tu manges beaucoup. Par contre, ton poids, il dépend de la planète sur laquelle tu es. oui, Le poids, c'est l'accélération de la pesanteur, en fait. Et tu peux avoir un poids différent selon si tu es au niveau de la mer ou si tu es au sommet de l'Everest. oui, c'est vrai. Parce que la gravité de surface de la Terre, elle décroît en fonction de la distance. Donc plus tu es loin de la Terre, moins tu ressens l'attraction de la Terre. Et donc, tu as beau avoir une masse égale, selon ce que tu as mangé, ce que tu vas ressentir sur une balance, alors ça va être comptabilisé en kilos, mais ça ne devrait pas être comptabilisé en kilos, ça devrait être comptabilisé en newtons. Donc, Parce que ce que tu mesures sur une balance, c'est ton poids, c'est pas ta masse. voilà, ouais. Bon, ça aussi, c'est un détail Et important que les gens devraient savoir le plus tout à souvent. fait. Par exemple, si tu étais sur la Lune, tu pèserais 6 fois moins que ce que tu pèses sur Terre. Ou si tu étais sur Mars, tu pèserais un tiers de ton poids, à peu près. Si tu étais sur Jupiter, tu pèserais beaucoup plus lourd que sur Terre. Et en pratique, tu serais écrasé sous ton propre poids. Mais ça change tout. Voilà, t'as pas envie de marcher sur Jupiter. De toute Non, façon, ce serait un petit peu difficile. non, tout à fait. Qu'est-ce que les autres? Ah oui, alors ça, c'est l'univers observable. En fait, c'est de notre point de vue au niveau panoramique, enfin, de la Terre. Quand on parle de l'univers observable. Oui, alors l'univers observable, il est défini. Alors, on est au centre de l'univers observable. Alors, l'univers observable, c'est juste en fait la région de l'univers que nos télescopes peuvent observer théoriquement. Donc, en fait, en pratique, c'est une boule qui s'étend à plus de 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Et en fait, on peut voir l'univers à l'intérieur de cette boule. Et cette boule, elle dépend de. On est au centre de notre univers observable, mais l'univers observable, c'est pas l'univers tout court. L'univers tout court, il est probablement beaucoup plus vaste que l'univers observable. Non. Il est peut-être même infini, on n'en a aucune idée pour l'instant. C'est un des grands mystères de l'univers qui sera probablement jamais résolu, c'est est-ce que l'univers est fini ou infini. Par contre, on sait que notre univers qu'on peut observer avec des télescopes, il est bien fini et c'est une boule. Et c'est une boule dans laquelle on est au centre. Il n'y a rien de spécial à la Terre là-dessus. Hein. Si on était dans la galaxie d'Andromède et qu'on regardait l'univers,
on aurait aussi un univers observable autour de cette planète dans la galaxie d'Andromède. Et cette planète serait le centre de l'univers observable aussi. L'univers observable, il dépend de l'observateur, il ne dépend pas de l'univers. Ouais, du point où on se situe. C'est ça. Ouais. Par contre, il y a toujours le même rayon, il y a toujours le même diamètre, donc 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Et donc ça met une limite observationnelle à tout ce qu'on peut observer. Parce que plus tu regardes loin, en fait, plus tu regardes dans le passé, Oui. mais tu peux pas regarder plus dans le passé que le début de l'univers, c'est-à-dire le Big Bang. Et donc, c'est-à-dire qu'un rayon de lumière qui va voyager depuis le Big Bang jusqu'à nos yeux, Ouais. il va pas pouvoir voyager plus de 13,8 milliards d'années. Oui. Tu vois? Oui, tout à fait. Et en fait, cette limitation fondamentale, c'est elle qui détermine la taille de l'univers observable. En pratique, la taille de l'univers observable elle est plus grosse que 13,8 milliards d'années-lumière. Ouais. Parce que l'univers il s'étend de plus en plus vite au fil du temps depuis 5 milliards d'années. Mais voilà, on a quand même une limite fondamentale à ce qu'on peut observer dans l'univers. Et on ne peut pas regarder plus loin. Ouais, bah ça aussi, c'est pareil. C'est des petits points, en fait. C'est tout bête, c'est des petits points où faudrait que ce soit répété. Il y a plein de choses à répéter. Il y a plein de choses qu'on doit répéter. Mais c'est des petits c'est loin d'être bête. Hein. C'est loin d'être bête. C'est des questions qui sont très pas intuitives du tout. Ouais. Et qui sont assez vertigineuses quand il réfléchit. Ouais, c'est les petits points comme ça pour comprendre, comme on dit, c'est les petits détails qui peuvent faire le défaut d'une grande structure. Exactement. Ouais, une échelle, oh, bah, c'est une échelle. Ouais, mais bon, si t'as une vis oh, tout simple, on regarde Star Rocket, voilà. C'est un boulon qui fait que la course est foirée. Exactement. Voilà. Bonjour, C'est des petits points. Moi, je le fais avec mes mots comme je peux sur ma chaîne, mais c'est vrai que j'aime bien faire référence à certaines vidéos, d'autres vidéastes, comme toi par exemple. Comme je te remercie. c'est que tu avais fait avec Arnaud, c'était la fin des temps, il me semble. Oui, c'est ça. J'ai un petit problème de casque. Ouais. Et normalement, je t'entends. Oui, voilà, c'est bon. Il y avait Tu disais? C'était la vidéo que tu avec Arnaud, c'était la fin des temps en deux parties. Oui, c'est ça. Oui, on a parlé de la fin de l'univers, une vidéo la plus déprimante des vidéos qu'on ait faites sur comment est-ce que c'est quoi le futur à très long terme de l'univers, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui arrivera aux galaxies, aux étoiles, à l'univers tout entier, et voilà. Qu'est-ce que nous dit la physique et l'astrophysique à ce niveau-là? Donc, la vidéo s'appelle La fin des temps. Je vais peut-être pas la répéter ici parce que le contenu existe déjà, donc on peut passer à d'autres questions, je pense. Mais voilà. Mais j'ai vu que les gens allaient la voir. N'hésitez pas à aller la voir. J'ai vu que les gens allaient la voir, en tout cas. Abonne-toi, mets la cloche. Oui. Et alors, on va passer à une autre. On va dire répondu à pas mal. Ah oui. Que représente la classification des étoiles pour pouvoir expliquer aux gens les types d'étoiles différentes. Ouais. Alors, les étoiles, en fait, elles sont classées par deux. En fait, il y a plusieurs trucs sur la classification des étoiles. Déjà, la manière dont on classe les étoiles, elle dépend de leur luminosité intrinsèque et de leur température de surface. Donc, quelle température il fait à la surface de l'étoile et c'est quoi la luminosité de cette étoile si on se place à une distance donnée. Quand tu fais un diagramme où tu regardes plein d'étoiles dans le ciel et tu les mets sur un diagramme qui va lister en abscisse la température et en ordonnée leur luminosité intrinsèque, et ben, tu vas voir que ces étoiles, elles vont pas se répartir de manière aléatoire dans ce diagramme. Ce diagramme, il a un nom en astronomie, il est très très utilisé, on appelle ça le diagramme de Hertzsprung-Russell, du nom de deux astronomes, un danois et un américain, qui ont fait ça dans les années 1910. Et ils se sont rendus compte que quand ils mettaient la luminosité des étoiles et la température des étoiles sur ce diagramme, eh bien, ils n'étaient pas répartis n'importe comment. Déjà, 90% des étoiles étaient dans une espèce de diagonale sur ce diagramme, qu'on appelle maintenant la séquence principale. Ah oui. Et voilà, la plupart des étoiles se trouvent sur cette séquence principale-là.
Mais il y a aussi des régions, il y a des régions qu'on appelle la branche des géantes, la branche des supergéantes, la région où il y a des étoiles naines. Et en fait, selon l'endroit où du diagramme Hershcombe-Russell, euh, ou diagramme HR, hein, pour faire plus simple, selon où il se trouve dans ce diagramme, euh, eh bien, on a différents types d'étoiles. Il y a une autre manière de classifier les étoiles, qu'on appelle la classification spectrale. Ah Et oui. cette classification spectrale, elle dépend de la composition chimique des étoiles. En pratique, la composition chimique des étoiles, on peut la voir en décomposant sa lumière avec un instrument qu'on appelle un spectromètre. En gros, c'est un prisme. Tu prends un prisme qui décompose la lumière blanche en toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, et tu regardes l'intensité de la lumière en fonction de la couleur. Et quand tu fais ça, tu vois que plus une étoile est chaude, plus les composés chimiques qu'elle a à l'intérieur vont émettre de la lumière ou vont absorber de la lumière. Donc en pratique, on appelle ça des raies et des raies d'absorption ou des raies d'émission. Donc ça va faire certaines couleurs de l'arc-en-ciel vont être absorbées. Donc si tu regardes un arc-en-ciel, tu vas avoir une bande sombre, Mhm. où tu vas avoir un surplus de lumière à certaines couleurs. Donc tu vas avoir un rouge plus rouge ou un rose plus rose voilà, Ça va faire selon la longueur ça va d'onde. faire le code barre en fait de l'étoile, à peu près. Exactement, exactement. Et selon la température de l'étoile, tu vas avoir une signature spectrale qui va être différente. Plus une étoile est chaude, plus la signature en émission des raies spectrales va être forte. Ouais. Et tu peux classer les étoiles comme ça selon leur température. Et donc, on a un système de classification qu'on appelle le système de classification des types spectraux des étoiles. Et donc, on a, je sais pas, on a 7 types spectraux différents qu'on appelle OBAFGKM. Bah justement, Alors, ça, c'est du jargon. si tu veux, T'as une phrase mémotechnique, hein. ouais, voilà, c'est observez bien au firmament, grandiose kaléidoscope multicolore. Le petit mémo Ah, j'aime bien ça. le petit mémo technique. Eh, c'est un Français qui l'a trouvé et je l'ai vu, enfin je l'ai appris avec des fécateurs. Énorme. Ah Ok. non, mais j'adore, parce qu'en fait, la phrase qu'on m'a appris à moi, elle était vachement sexiste. C'était en anglais, du coup. C'était "Oh, be a fine girl, kiss me". Et j'ai jamais aimé cette phrase, parce que c'était quand même vachement sexiste. Et du coup, enfin, je savais pas qu'il y en avait une autre. Et ça allait très bien. Bah, je l'ai mis Et sur ça trouve mon beaucoup compte plus cool. Instagram. J'ai une photo de notre étoile à nous sur mon compte Instagram. Mhm. Et en dessous, j'ai marqué le petit mémo technique avec les lettres qui vont bien. Et par contre, Énorme, mais énorme. par contre, je crois que après, ils ont rajouté LT, LYT, je crois. Et par contre, il n'y a pas de référence par rapport aux lettres qu'ils ont rajoutées. Et ben, J'ai pas j'avoue que trouvé de ça, tu me poses référence. une colle. Je sais pas du tout. Par contre, je sais que notre étoile, c'est une étoile de type G. Voilà, ce qu'on appelle une naine jaune. Mhm. C'est une étoile assez relativement petite par rapport aux étoiles qui existent dans l'univers, et relativement froide, hein. Sa température de surface, c'est à peu près 5500 degrés. Et, euh, et voilà, mais il y en a des beaucoup plus chaudes, il y en a des beaucoup plus froides. Ouais. Enfin, pas beaucoup plus froides, mais les plus froides, elles ont à peu près 3000 degrés dans leur température de surface. Pour nous, c'est chaud. Pour nous, Mais voilà. c'est froid. Pour nous, c'est chaud. Tu pourrais faire un sacré barbecue, mais sans t'approcher trop. Ouais. Mais ça, pour les étoiles, 3000 comparé à d'autres qui peuvent monter bien plus, oui, ça reste froid pour eux. Ouais. Tout à fait, tout à fait. C'est selon la température dans lequel on est, la température, oui, plus ou moins fraîche. Bah, dans le vide spatial, ouais, c'est compliqué à définir. Oui, c'est un petit peu plus dur, ouais. Parce que compliqué aussi à expliquer pourquoi d'un côté, dans l'ombre, il fait le tel, il fait froid comme sur la Lune. Je crois qu'à l'ombre, Mhm. à l'ombre sur la Lune, je me rappelle plus du chiffre, mais on gèlerait quoi sur place quoi, nous, à peu près. Ah oui, oui, carrément, carrément. En fait, c'est dû au fait que la Lune, elle n'a pas d'atmosphère. Nous, sur Terre, on a de la chance d'avoir une atmosphère qui va répartir la chaleur qu'on reçoit du Soleil un petit peu partout. Donc, on a non seulement l'atmosphère, mais on a aussi des océans qui transportent la chaleur à des hautes latitudes. Et ce qui fait que, bah voilà, quand tu passes du jour à la nuit, Mhm. t'as pas une grosse variation de température. Par contre, sur la Lune ou sur Mercure ou qui sont des astres qui n'ont pas d'atmosphère ou qui ont très peu d'atmosphère,
et ben, tu n'as pas du tout de variation graduelle de température. Donc, par exemple, sur Mercure, il peut passer, quand tu es dans la face éclairée de Mercure, il peut faire plus de 400 degrés. Ouais. Et quand tu arrives à la face non éclairée, et bah, tu peux avoir moins 180 degrés d'un coup. Donc, t'as pas Oui. envie d'être à ce moment-là, quoi. Ouais, c'est Enfin, t'as pas envie d'être sur Mercure tout court, en pratique. 180 degrés, ouais, en fait, c'est dur qu'on a d'expliquer pourquoi pile poil entre le lumière s'arrête et l'ombre commence, bah, qu'il y ait une telle, mais ça, c'est la physique. Bah ouais, ça, c'est parce qu'il n'y a pas il y a pas d'atmosphère, c'est pour ça. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Comme ça, en même temps, Tu fais bien. alors, j'en étais où? Ah, bah, j'arrive. Est-ce que les gens ont des questions, par exemple? J'ai pas vu si Oui, c'est le moment. On a une petite dizaine de minutes. moi, j'arrive au bout de mon petit questionnaire. J'ai doublé un peu mes questions pour le temps que j'ai dû me faire ma mise en place. Désolé déjà pour le. Mais mais il n'y a aucun souci, hein, c'est normal d'avoir des soucis techniques. Mais merci pour tes questions, hein, c'est très pertinent tout ça. Non, personne. Et Astro Amandine est-elle dans le chat? Astro Amandine. Parce qu'en fait, elle aimerait connaître peut-être le cursus justement pour faire de astrophysicienne ou autre, mais en tout cas dans la science. Et donc du coup, Ok, alors ça, je peux répondre. Donc je lui avais proposé, bon peut-être qu'il y a eu un empêchement, mais du coup je la renverrai vers toi directement. Et puis Oui, n'hésite pas, n'hésite pas. voilà. Et, parce qu'en fait elle a peur par certaines matières où elle devrait être plus calée ou plus forte. Juste comme ça la rassurait, ça va peut-être la rassurer pour savoir où elle peut faire des efforts ou où Bah, elle peut pas en faire des pratique, efforts. ouais. Elle est en quelle classe? Là elle est encore jeune, elle a encore le temps. Elle a, Ah oui, ça va. oui, elle a encore le temps, mais elle se prépare parce que elle fait des petits croquis comme ça de son côté sur certains sujets. Elle a déjà fait sur les trous noirs, elle a fait sur le fond diffus cosmologique. Elle fait pas mal de. Elle a un cahier exprès que pour la physique. Donc, C'est trop chouette. elle fait même des trucs sur des tableaux et tout. Donc, voilà, je me suis dit comme ça va la motiver. Vaut mieux prendre de l'avance pour savoir ce qu'on va faire. Souvent, pour beaucoup d'astrophysiciens, c'est une passion qui vient de l'enfance, hein. C'est des trucs qui sont, c'est des vocations qui se créent très très jeunes. Et donc c'est bien, c'est une passion qu'il faut entretenir et voilà, il faut pas qu'elle se décourage sur le long terme et c'est cool qu'elle continue à faire ça. Parce que moi, j'ai toujours aimé l'astronomie, mais bon, en regardant Mhm. des reportages, bon, à l'époque où il n'y avait pas la TNT, c'était un reportage un peu, voilà, j'étais à fond dedans, j'étais tout jeune, donc j'étais content, mais au final, quand je regardais certaines choses sur Internet, je me disais, ouais, non, mais il y a trop de décalage, il n'y a pas assez de, non, on n'est pas assez dans le vrai, et en découvrant certaines chaînes de vulgarisateurs, bah boum, ça m'a redonné envie de redécouvrir. Ah bah Il y a super. plein de trucs que j'avais perdu et je vois qu'il y a plein de choses que j'avais perdues parce que du coup j'essayais d'écouter un peu surtout tout ce qui se faisait au niveau des lanceurs, des missions Mhm. d'observatoire parce que l'observatoire spatial si on suit pas l'actualité, c'est qu'on perd vite fait. Ouais, ça va vite, hein. Même moi, j'ai du mal à tout retenir, hein. Ça va très vite, très vite. La science avance très vite. Oui. Observatoire, et j'ai fait j'ai fait quelques vidéos sur les observateurs spatiaux et les télescopes pour bien montrer la différence entre les deux. Parce qu'il y a quand même une sacrée différence. Ouais, tout à fait. Comme voilà, Jess Webb, on espère qu'il va enfin décoller. On espère. Alors là, il a été encore reporté en 2022, donc fin 2022 normalement, si tout se passe bien. Mais bon, on commence à perdre nos cheveux, nous les astronomes. Et c'est vrai que Hubble, il est très fort. Il arrive quand même un peu en fin de vie, mais je trouve qu'il nous régale encore de belles merveilles. Ah, complètement, complètement. Donc, Il a pas fini de dévoiler tous ses secrets encore. c'est sûr. Mais c'est vrai qu'il aura besoin d'aide.
Parce qu'il y a des anciens qu'ils ont ratés. Il y a Spitzer qui vont. Il me semble que la mission est finie. Kepler, il me semble que Ouais, c'est je crois, ouais. fini. Ah, Mhm. donc en télé, là, bah, l'émission pour le Soleil, ça va être pas mal, mais à mon avis, il va falloir attendre un petit moment avant de concrètement Ouais. on va dire, Et Solar Orbiter qui a été lancé il y a pas longtemps. mais c'est par cœur C'est Solar c'est impressionnant. qui m'attire le plus, on va dire. C'est Ah. sacré, enfin, ouais, c'est une sacrée mission. Là, ceux qui ont voté la mission, ouais. Et là, ils ont mis comme on dit, ils ont mis les mains dedans. Ouais, on a des belles images du soleil, hein. C'est ça de très très proche, hein. Donc ça c'est cool. Ouais. Alors, vraiment, c'est là. Donc, Solar Orbiter aussi, il va donner mais c'est vrai que par cœur Solar Propre, ça, moi, celle-là me motive grandement à la suivre. Et ben, on va suivre ça ensemble, hein. Ouais, oui, bien sûr. Pas d'autres questions de chat? Non, t'en as pas vu? Sans sortir? Non, je crois pas. Non. Non, bah, s'il n'y a pas d'autres questions, on va peut-être se quitter et puis remercier tous les gens qui nous ont suivis pendant cette petite heure qu'on a passée ensemble. Et puis voilà, bon, moi je te remercie aussi, du coup, d'être. Merci à toi. Au, Ça fait plaisir. au final, c'est toi qui as été invité sur mon Insta plutôt que l'inverse, mais C'est pas mal, comme ça. j'espère que ça pose pas trop de problèmes. C'est pas mal comme ça. Bon, voilà, une petite pub pour. J'aime beaucoup Valence Porcel, donc ceux qui connaissent pas, Oui, avec ses bouquins, Mars Horizon, la tout à folle fait, tout à d'histoire fait. du système solaire, le big Et la folle secret, histoire de l'univers aussi. les big secrets de l'univers et l'espace sans gravité. Et voilà, je pense qu'elle mérite tout ce qu'on parle d'elle aussi, je pense, quand même. Je suis complètement d'accord. Et bon, elle a arrêté sa chaîne YouTube, mais elle a même pas atteint les 100 000, donc ça me fait, vraiment, ça me fait de la peine avec tout le travail qu'elle a accompli, ça me fait de la peine. Ouais, je suis d'accord. Mais elle continue sur String Theory, Oui, oui, bah, oui. donc on continue à regarder la chronique spatiale de Florence Parcel sur String Theory. Et également celle de C'est toujours très de bien et France. elle interviewe. Et les jeunes, là, également. Bon, c'est sur 5-0, c'est vous deux que je suis. Le reste, c'est Bon, pas ma catégorie. bah, c'est super sympa, merci beaucoup. Et bien sur ce, Bah, bon, on se dit, on, on se reprogramme ça on va dire, ouais, on essaiera dans des conditions optimales. eh bah, ce sera avec grand plaisir. Voilà. Merci d'avoir proposé ça et puis bah, passe un super week-end. Passez tous un super week-end. Merci. Bah, du coup, je pense que comme ça, les gens, moi, ils auront eu des réponses. Moi, j'ai eu des réponses assez claires. J'espère que les gens, comme ça, ils vont pouvoir découvrir. Et ce que ça va leur donner envie de découvrir plus encore. Parce que ça n'est pas fini. Eh ben, on l'espère. Ouais. Je dis à bientôt. Eh ben, super, passez une bonne soirée et à très bientôt. Ouais. Et comme je dis souvent, n'oubliez pas d'observer la voûte céleste. Absolument. Hop.